Je souhaite te poser quelques questions. Selon toi, quel est le plus grand mensonge historique qu'on nous a vendu comme une vérité? Il y a beaucoup de mensonges historiques. Énumère-les-moi en commençant par les plus grosses. Je pense à Néron, par exemple, qui a été un bon souverain. On l'a accusé de jouer de la lyre pendant que Rome brûlait et ce genre de choses. Non, pauvre homme. Richard Cœur de Lion, qui était un véritable misérable. Et on a vu les films de Robin des Bois, comme Le Grand, etc., etc. En parcourant l'histoire, on retrouve cela dans tous les domaines. Le XXe siècle, c'est peut-être le moment où la propagande et les médias de masse sont utilisés pour tromper massivement. Et alors, de grands mensonges apparaissent tout au long de ce XXe siècle. Regarde ce qui se passe avec notre guerre civile et le régime de Franco lui-même. Qu'il y a maintenant une réinterprétation et que les médias sont utilisés pour nous raconter des choses que, nous qui les avons vécues, savons être fausses. Mais nous sommes déjà très peu nombreux. Et je crois qu'il ne reste plus personne parmi ceux qui ont vécu la guerre. Alors ils peuvent nous raconter ce qu'ils veulent. La Seconde Guerre mondiale a peut-être été le sujet sur lequel on a le plus menti, sur lequel on a déversé le plus d'âneries, le plus d'arrière-pensées, et le monde a vécu de ces mensonges sur la Seconde Guerre mondiale pour justifier le monde qui est venu après. C'est peut-être le sujet sur lequel on a raconté le plus de mensonges. Je voulais justement en parler avec toi et je veux relier ça à l'Iran. Tu as dit tout à l'heure que l'Iran a été nommé ainsi par sympathie pour Hitler, terre des Aryens. Peux-tu développer cette histoire et préciser le rôle de l'Allemagne nazie au Moyen-Orient? Eh bien, l'Allemagne a bénéficié de très fortes sympathies au Proche-Orient. L'Allemagne actuelle ou l'Allemagne nazie? L'Allemagne en tant qu'État. Regarde, par exemple, à Damas, il y a la tombe de Saladin. Saladin, celui qui a fait la guerre contre le roi Baudouin, non. C'est-à-dire, Saladin a reconquis Jérusalem des Templiers. Il a expulsé les chrétiens. Acre fut la dernière ville chrétienne du Proche-Orient depuis les croisades, lesquelles sont aussi d'ailleurs un autre mensonge de l'histoire. Non pas parce que cela n'existait pas, mais car les croisades visaient non à reprendre les lieux saints, mais à éliminer les églises orientales, très probablement. Mais Saladin, ce grand héros kurde, et qui a unifié une grande partie de ce monde islamique, a expulsé les chrétiens. Et c'est un héros dans tout le Proche-Orient. Le mausolée, le sarcophage de Saladin, l'empereur Guillaume l'a fait en marbre et il était ainsi exposé. Je ne sais pas si Sarah ou autre chose l'a détruit, mais c'était visible et j'y suis allé. L'Allemagne a toujours bénéficié de fortes sympathies dans la région. C'était déjà le cas avec le Kaiser. L'empereur Guillaume d'Allemagne, non? Oui, Oui, c'est celui avant von Bismarck. c'est après. Après, C'est juste après. les Ozoba. Après l'unification allemande, Guillaume II est celui qui offre, voyons. J'aime l'histoire, je comprends certains points, mais pas tout. Ce n'est pas non plus le cas de l'Allemagne, mais elle a toujours entretenu des liens très étroits avec le Proche-Orient. C'est lui qui construit ou aide à construire un réseau ferroviaire en Irak, par exemple. Cela s'explique principalement par le fait que toute cette région était sous l'influence ou la domination britannique. L'Irak a eu affaire à eux d'une manière ou d'une autre jusqu'à la Première Guerre mondiale. Le Liban, la Syrie, l'Allemagne, la Jordanie, la Palestine et l'Égypte elle-même d'une autre manière, sous la forme d'un mandat, étaient sous le pouvoir britannique. Comme l'Allemagne a toujours été l'ennemi de la Grande-Bretagne, il y avait donc une grande sympathie et l'espoir de la libération de toute cette partie du monde. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Axe, aussi bien l'Italie en Afrique du Nord que l'Allemagne au Proche-Orient. Car dans tous les pays, je crois qu'il n'y a eu aucun pays du Proche-Orient où il n'y ait pas eu de manifestation. Il y en a eu en faveur de l'Axe. Et les uns ou les autres ont essayé de se soulever. Il y a eu des mouvements dans tous les pays, je me souviens, d'Oman jusqu'à la Turquie. C'était quelque chose de terrible. Dans le cas de l'Iran, il n'y a pas eu de relation directe, mais on entre déjà dans des questions épineuses comme l'action vers le socialisme qui a suscité d'énormes sympathies. Adolf Hitler a fait la couverture du plus grand magazine américain de l'époque, dans les années 30, 33, 34, 35, jusqu'en 36, jusqu'aux Jeux olympiques de Berlin. Les sympathies pour Adolf Hitler se répandaient dans le monde entier, et aussi au Proche-Orient. C'est dans ce contexte qu'en 1935, le nom de la Perse a été changé.
Dans toutes les histoires de la Seconde Guerre mondiale, on ne mentionne pas le Proche-Orient. Mais il y a eu des batailles, il y a eu la guerre, la Syrie s'est soulevée, la Syrie était sous mandat, il y a eu un soulèvement contre les Français, il y a eu des guerres au Liban, en Irak aussi, il y a eu un soulèvement. Elle a même envoyé, mais ce qu'a envoyé l'Allemagne, il faut penser que nous parlons de l'année 41. En juin, c'est le début de l'offensive contre l'Union soviétique. Le plan Barbarossa, c'est le 22 juin 41, donc à ce moment-là, je crois qu'ils ont envoyé 4 ou 5 avions en Irak. L'Allemagne, c'est-à-dire, n'a pas pu aider. Mais il y a eu, par exemple, une légion arabe, il y a eu des volontaires. Il faut penser que l'Allemagne a constitué la plus grande armée de volontaires venant de l'extérieur du Reich. La Waffen-SS ont fini par avoir 1 million de volontaires. Une partie de ces volontaires, une part proportionnelle. Ils venaient du monde islamique, il y en avait beaucoup de Bosnie, il y en avait d'Irak, il y en avait même de l'Inde, des unités au sein des Waffen-SS. Vêtus de leur djellaba, ils étaient très peu nombreux, mais ils portaient leur turban. Ceux d'Afrique du Nord portaient leur fez avec leur propre... Et ils se sont engagés pour combattre pour le colonialisme britannique. Face à l'oppression anglo-française au Proche-Orient, ils espéraient obtenir l'indépendance grâce à la victoire de l'Axe. Mais l'Allemagne a perdu et cela n'a pas été possible. D'accord. Tu vois, cette partie de l'histoire, je ne la connaissais pas du tout. C'est pour ça que je suis ici. D'accord. Parfait. Selon toi, quel est le plus grand mensonge qu'on nous a vendu sur la Seconde Guerre mondiale? Parce qu'aujourd'hui, quand on commence à analyser les mensonges qu'on nous raconte sur des choses qu'on voit en 4K en haute définition, à la caméra, et on te dit, non, il n'y a pas de génocide à Gaza. Et tu te dis, comment peut-on dire qu'il n'y a pas de génocide à Gaza? C'est-à-dire, je ne suis pas le gauchiste typique, pro-Palestine, qui a subi un lavage de cerveau et qui sort manifester. Non, j'analyse les circonstances et en me basant sur ce que je vois, je prends une décision. Et c'est mon propre jugement qui me dit si quelque chose est bien ou mal. Aujourd'hui, on me nie qu'on essaye de procéder à un nettoyage ethnique à Gaza. On me le nie. Et je le vois. Il y a des vidéos de soldats israéliens tuant des enfants, jouant au sniper, c'est-à-dire ce qu'on voit en 4K est vraiment sombre. N'importe qui a des yeux peut le voir. Ce n'est pas une question de gauche ou de droite, c'est une question d'humanité. Qui me dit qu'on ne me ment pas sur ce qui s'est passé il y a 80 ans? Eh bien, on nous a menti sur ce qui s'est passé il y a 80 ans. Pour commencer, je ne sais pas, il y aurait beaucoup de mensonges dans ce chapitre que nous connaissons comme la Seconde Guerre mondiale, de 39 à 45. Je pense au bombardement de Pearl Harbor. Est-ce que c'était réel? Bien sûr, le 7 décembre, le Japon bombarde, mais ce qu'on ne raconte pas, c'est qu'il était sous sanction, complètement encerclé, le Japon. On l'a provoqué et les États-Unis savaient pour l'attaque et ont retiré leur porte-avions. Et ce qu'ils ont bombardé, c'était de la ferraille qu'ils avaient là-bas. On a menti, on nous a caché que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Angleterre a commis un génocide en Inde, tuant 7 millions de personnes. 7 millions? 7 millions de personnes, et en Iran autant, tous deux ordonnés par Churchill, et aujourd'hui Churchill a une statue au pied du Parlement à Londres, un être entièrement néfaste s'il en est. On nous cache beaucoup de choses et d'autres sont déformées. Peut-être qu'une des conclusions, une des conséquences de ces mensonges, qui sera ensuite utilisée comme justification de l'existence d'Israël, c'est le génocide juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est faux, je veux dire, c'est faux de dire que c'est justifié. C'est faux que l'existence d'Israël soit justifiée par le génocide. Parce que l'idée d'Israël est bien antérieure. Elle date des années 20. Donc même sans la Seconde Guerre mondiale, Israël se serait formé de la même façon. Mais en plus, la manière, la façon, les formes et tous les détails qu'on nous a donnés sur l'Holocauste sont discutables. Ils sont profondément discutables. Mais cela renforcerait le récit selon lequel les Juifs avaient besoin d'un endroit où aller. Les tentatives de placer les Juifs quelque part dans le monde, on a envisagé beaucoup d'endroits, auraient eu lieu indépendamment de l'Holocauste et de l'existence même de la Seconde Guerre mondiale. Mais croire que l'idée selon laquelle l'Holocauste a eu lieu, c'est 6 millions de Juifs assassinés dans des chambres à gaz de manière industrielle, eh bien justifierait et renforcerait les récits qui donneraient lieu à l'existence d'Israël.
Sur ce fait historique, on a déformé, on a menti. De nombreux historiens et écrivains israéliens remettent en question l'existence de l'Holocauste tel qu'on nous l'a expliqué. As-tu un exemple? Je veux l'étudier d'abord. Tu peux te référer au livre de Finkelstein, L'industrie de l'Holocauste. Le rabbin Finkelstein, totalement antisioniste. Il est antisioniste, j'ignore s'il est rabbin. Je crois qu'il est rabbin. Eh bien, tant pis pour lui. Pero... Pourquoi tant pis pour lui? Lui, il le sait peut-être, moi je n'en sais rien, je ne suis pas juif. Le fait est que beaucoup d'auteurs, Ilan Pappé, un très grand auteur israélien juif antisioniste, eh, et beaucoup d'autres remettent en question que l'Holocauste se soit produit de cette manière et critiquent profondément les bénéfices que l'Holocauste a apportés pour justifier l'existence d'Israël. C'est une réalité. Tu sais, regarde, tu sais ce qui me trotte le plus dans la tête? Que lorsque quelqu'un veut remettre en question n'importe quel événement de l'histoire, on veut remettre en question qu'il y a eu une reconquête de la chrétienté ici, on veut remettre en question, je ne sais pas, la guerre civile des deux points de vue. Non, il n'y a que le récit de la mémoire historique. Tout peut se discuter et se réexaminer, mais sur ce sujet précis, prudence, il y a des peines de prison. Bien sûr, Bien sûr, c'est ça qui m'intrigue et me donne envie d'en savoir plus. Tu sais, j'ai aussi fait des recherches et il y a eu de nombreux juifs oui, attachés à la vérité, oui, qui ont dit, écoute, ça ne me paraît pas logique. certaines choses ne collent pas, c'est sûr. Comme quoi, par exemple? Eh bien, par exemple, le chiffre des 6 millions. oye, Aujourd'hui, en se référant aux statistiques antérieures à la Seconde Guerre mondiale, les chiffres ne concordent pas si l'on compare ces 6 millions supposés au nombre de personnes qui ont ensuite quitté l'Europe. Il y a des circonstances. Mais la question essentielle à ce stade, c'est précisément cela. Toute l'histoire, en tant que partie de la science est une, l'histoire fait partie de la science, et elle est révisable. Il ne serait pas admissible qu'on nous dise « on ne fait plus de recherche en physique, c'est déjà fait, c'est immuable ». Eh bien, voyons si les principes de Newton continuent de s'appliquer et ce genre de choses. L'histoire est révisable, par définition. Ce que nous considérons aujourd'hui comme une vérité historique, j'ai dit tout à l'heure que Néron ne l'était pas, mais il se peut que quelque chose apparaisse qui démontre que Néron, évidemment, était effectivement un dictateur horrible, qu'il tuait beaucoup de gens et qu'il en prenait plaisir, etc. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce que l'on sait de Néron, c'est qu'il a regretté la première fois. Il a regretté. Il a dit « J'aurais préféré ne jamais apprendre à écrire » lorsqu'il a signé la première sentence de mort, par exemple. Eh bien, l'histoire est tout révisable, il faut laisser la possibilité d'enquêter, mais voilà que, concernant la Seconde Guerre mondiale, et en particulier l'Holocauste, ce ne sont pas des sujets révisables, et ici, en Europe, il est même interdit de les remettre en question. En Espagne, ce n'est pas un délit, je suis désolé, de douter ou remettre en question. Ça l'a été pendant un certain temps avec l'ingérence, avec l'imposition du Code de 95, mais cela a été modifié. En Espagne, il est délictueux de justifier se vanter ou se moquer d'un holocauste. Ils ont même imposé ce mot d'un génocide. Mais il ne faut ni le nier, ni refuser de l'étudier. Et ici, en Europe, on a interdit l'investigation de ce fait précis de l'histoire, ce qui est connu sous le nom d'holocauste. Ceci est inadmissible, tout fait historique peut être étudié. Et au moment où un fait historique, Christophe Colomb est arrivé le 12 octobre 1492 sur l'île de Garani. Et c'est tout, point final. Vous affirmez qu'il est arrivé à Chypre avec une bouteille de cognac, alors prouvez-le. Mais ne m'interdisez pas de dire une bêtise. Les bêtises se réfutent. Vous dites une bêtise, je la réfute avec des documents et des données. Mais interdire de parler d'un fait historique concret nous fait déjà soupçonner autre chose. Et en plus, je pense qu'il y a un génocide contemporain. Beaucoup. Il y a un génocide, mais c'est bien pire que ça. Et c'est le génocide perpétré par les bolcheviks, par la direction bolchevique, dans les goulags et surtout contre des personnes chrétiennes. Plusieurs génocides ont été commis contre les chrétiens au cours de l'histoire, et cela n'a intéressé personne. On ne leur a pas donné cette attention. On n'a pas fait de film sur eux. Ils ne nous cassent pas les pieds jour après jour. Tu évoques ce génocide, mais on pourrait aussi parler du génocide arménien, commis par les Turcs, ou d'autres génocides bien moins connus. Les Arméniens étaient aussi chrétiens? Oui, les Arméniens chrétiens, bien sûr. L'Arménie est le premier pays chrétien de l'histoire, avec une liturgie propre. C'est une église autocéphale qui a développé un christianisme propre, entièrement acceptable, bien sûr. Absolument personne en Occident ne connaît cela.
Le génocide du Saïfo, qui a visé les chrétiens, les chaldéens, les arméniens et les syriaques orthodoxes, a été perpétré par les Turcs et par les islamistes kurdes. Et On ne parle pas de ces choses-là parce que on ne veut pas savoir, parce que ça n'intéresse pas, parce qu'on n'en tirera aucun profit, parce qu'on n'aime pas en parler. Au final, nous trouverons, comme je disais, il y a 7 millions en Iran et 7 autres millions ailleurs, c'est très bien documenté. Les génocides ou le génocide commis par les États-Unis aux Philippines, ou... Enfin, ça n'intéresse personne de savoir tout cela, et au final, nous arriverons à une triste conclusion. Que la vie de certaines personnes vaut plus que celle des autres. C'est la conclusion à laquelle nous arrivons. Tristement, c'est celle-là, parce que 7 millions d'Iraniens devraient en valoir autant que 7 millions d'une autre ethnie. Mais il semble que non. Je voudrais te demander, d'où vient le pouvoir du récit et pourquoi contrôle-t-il ainsi la narration? Pourquoi y a-t-il autant de films qui parlent de ce qu'a subi le peuple élu pendant la Seconde Guerre mondiale et pourtant on parle si peu du fait que les bolcheviks ont anéanti la Russie chrétienne? Pourquoi tout le monde connaît ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, ce que tout le monde a ici en mémoire, et pas ce qui s'est passé en Arménie? Pourquoi? D'où vient ce pouvoir narratif? D'où vient cette capacité à contrôler le monde et les esprits qui l'habitent? Pour moi, il y a deux raisons. D'abord, il y a une haine évidente du christianisme. Nous parlons constamment du djihadisme, mais nous ne parlons pas des politiques antichrétiennes qui se développent sur le sol européen, par exemple. Il existe une haine évidente du christianisme. Et d'autre part, le fait concret que tu me demandes, c'est que les médias audiovisuels, le cinéma, ont été entre les mains de gens qui avaient intérêt à propager cette idée pour justifier l'existence d'Israël, pour continuer à recevoir aujourd'hui des indemnisations de la part de l'Allemagne, par exemple, en réparation de ce génocide. Et il est dans leur intérêt d'entretenir cela et d'en parler continuellement. Des gens qui ne savent rien du tout connaissent pourtant l'existence de l'Holocauste juif, mais ignorent nos génocides, ignorent même l'existence de Quentin Flas, sûrement. Peu importe de quoi on parle, ils ne savent rien du tout. Je comprends, Carlos. Je voudrais te poser la dernière question pour conclure. La création d'Israël. Tu as dit plutôt que la création d'Israël était inévitable, même sans la Seconde Guerre mondiale. Penses-tu qu'Israël aurait été créé si l'Axe avait gagné? Fais attention, hein. Oui, mais pas en Israël. Israël ne serait pas devenu... Il y a eu une relation entre le Troisième Reich et les mouvements sionistes, et certains viendront sûrement faire des commentaires en se donnant un air d'intellectuel. Elles étaient réelles, mais destinées à être installées ailleurs. Madagascar, n'est-ce pas? Le plan Madagascar. On a aussi évoqué les accords de Havara, sauf erreur. Oui. Même en Palestine, où il y a eu un certain lien, mais jamais cela n'aurait été mis en place en Palestine. Non, parce que le soutien de cette légion arabe prévalait, la relation qu'Adolf Hitler avait avec le Moufti de Jérusalem et toute une série de choses qui auraient empêché l'implantation en Palestine de l'État d'Israël tel que nous le connaissons. Cela aurait été dans une autre partie du monde. Il y a eu des républiques juives au sein de l'Union soviétique en Asie orientale, au nord de la Mongolie, un endroit très approprié. Cela a existé, mais il ne s'agit pas de réinstaller un peuple 2000 ans plus tard dans un lieu qui n'est pas le sien. Imagine si quelque illuminé voulait reconstruire l'Empire romain. Eh bien, c'est à peu près ce que ces gens-là exigent, avec des arguments aussi solides que Dieu le leur a promis. Enfin, c'est hallucinant. Totalement. Pour une personne chrétienne, évidemment, qui croit que cette terre lui a été promise par Dieu. Que leur dirais-tu pour les convaincre du tort que cause, dans cette région et dans le monde en général, la création d'Israël? Eh bien, nous sommes revenus plusieurs fois sur un point très intéressant, qui est qu'il y a des gens qui relient l'Israël biblique à l'Israël actuel. À ces personnes, il faudra leur dire que l'Israël actuel n'est pas l'Israël biblique. Faire ce rapprochement est une véritable absurdité, une hallucination, et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui en Israël. À ces gens, il faut leur dire qu'une chose est l'Israël biblique, le peuple d'Israël, tout ce que nous connaissons de l'Ancien Testament, et qu'autre chose est la création sioniste d'une idée colonialiste, ethnocentrique. Et tout ce qui en a découlé ensuite, c'est-à-dire l'entité sioniste, l'État d'Israël, qui n'ont rien à voir.
Et ici, il ne s'agit pas seulement des Juifs et tout ça, on parle aussi des évangéliques. On parle de ces personnes qui parlent du judéo-christianisme. Je parle de toutes les personnes qui, sans aucun discernement, associent l'Israël biblique à l'Israël actuel. Cela n'a rien à voir. En fait, de nombreux Juifs sont contre ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Israël. C'est même un blasphème, la fondation d'Israël, selon la religion juive, tant que le Messie n'est pas arrivé. C'est un véritable blasphème. Mais le sionisme, qui n'a rien de religieux, qui a ensuite utilisé la religion ou d'autres religions pour faire et défaire, ce qu'il voulait, c'était la constitution d'un État ethnocentrique qui serait le porte-avions de l'Occident dans cette partie du monde. L'existence d'Israël ne peut qu'apporter le malheur. Souvent, on me demande la solution, mais je n'en ai pas pour le Proche-Orient, que Dieu me pardonne. Mais une chose est certaine, la Palestine pourrait disparaître. Elle est sur le point de le faire. La Syrie d'Assad pourrait disparaître. Beaucoup de choses ont disparu, mais le problème demeure. La paix ne viendra au Proche-Orient que lorsqu'Israël aura disparu. Quelle solution propose-t-on à ses habitants? Qu'ils retournent d'où ils viennent, parce qu'ils venaient de Pologne, des États-Unis, de Russie, de Hongrie, qu'ils rentrent chez eux, ou qu'ils restent s'ils le veulent. Mais cela ne peut pas s'appeler Israël.